Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Muni d'armes de gros calibre, un groupe de policiers avec des uniformes de diverses unités, accompagnés d'une centaine de motards et de civils armés, des individus qui se présentent comme membres du groupe Fantôme 509 ont une nouvelle fois semé la terreur dans plusieurs quartiers de la capitale. Ils ont attaqué des institutions publiques et incendié plusieurs véhicules. La police a brillé par son absence, encore une fois. Le Premier ministre haïtien Joseph Jout annonce que son gouvernement est prêt à dialoguer avec les membres du groupe Fantôme 509. Le chef du gouvernement a fait remarquer que ce groupe est composé de policiers frustrés qui ont formulé des revendications. Le Premier ministre donne la garantie que la liste des membres du nouveau Conseil électoral sera publiée incessamment. Selon lui, la plupart d'entre eux ont déjà été choisis. Après une journée de mardi où la situation semblait revenue à la normale, les choses se sont brutalement gâtées ce mercredi après-midi aux environs de 3 heures. Comme d'habitude, nos reporters étaient dans la rue et ce soir, deux d'entre eux sont avec nous sur le plateau de Métro News pour un film de la journée. Bonsoir Rudolph Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir Marvin, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marvin Pierre. Bonsoir Serge Klein, bonsoir Rudolph Pierre-Louis, bonsoir à tous. Voilà, donc messieurs, vous faites partie de ceux qui étaient dans les rues. Alors, on commence par qui veut commencer le film? Eh bien, tout a commencé cet après-midi aux environs de 3 heures, au niveau du carrefour de l'aéroport, quand on a appris que des hommes armés encagoulés, circulant à bord de motocyclettes, sont en train d'investir l'autoroute de Delma. Et à partir de Delma 47, on allait constater que des véhicules sont croisés dans les rues, empêchant ainsi la circulation des autres véhicules, des gens qui pensent vaquer librement leurs activités. Au niveau de Delma 48, eh bien, ces hommes armés se sont regroupés pendant un petit instant. Ils ont discuté entre eux avant d'investir le local de FAES au niveau de Delma 75. Les deux barrières ont été forcées. D'abord, la barrière qui loge l'autoroute de Delma et celle qui se trouve à l'entrée de Delma 75. Ils ont pénétré l'enceinte de FAES où plusieurs véhicules sont partis en fumée, notamment au moins entre 4 et 5 véhicules. Et beaucoup d'autres ont eu leur pare-brise cassé. Tout ça dans le parking de FAES. Tout ça dans le parking de FAES. Il y en a qui également ont contraint les agents de sécurité de FAES à leur remettre leurs armes. Donc, c'était 3 agents, d'après ce qu'ils ont donné comme témoignage. Donc, en somme, c'était ça la situation au niveau de FAES. Et après, ils ont continué à Pétionville. Donc, je laisse à Marvin le soin de continuer. Mais juste une petite précision. Les locaux de FAES n'ont pas été atteints. Seulement, mis à part 4 ou 5 véhicules qui sont incendiés et beaucoup d'autres ont eu leur pare-brise cassée. Il y a 1 ou 2 bureaux où on a enregistré des tentatives d'incendie, selon les employés qui étaient présents. Et ces voitures qui barraient la route, est-ce que c'est le même scénario? On arrête un automobiliste, on lui prend ses clés et on lui confisque sa voiture et on la met en travers de la route? Selon des riverains de la zone, c'est le même scénario, c'est le même mode opératoire. D'accord. Bon, alors nous quittons FAES et Delma 75 et nous arrivons à Pétionville. Marvens, vous étiez sur place. Oui, exactement, mais avant de quitter FAES, on peut dire qu'il y a une partie du bâtiment qui a été saccagée. Saccagé. Exactement. À l'entrée, non, pas incendié. Saccagé, des vitres brisées, mais pas incendiées. Donc, on a suivi le groupe de, on ne peut pas dire manifestants, mais de protestataires, les membres du groupe 509 Fantômes. C'était pour la plupart, comme ils se réclament, des policiers. Ils avaient des armes de tout calibre, de calibres différents. Eh bien, ils se sont rendus à Pétionville, là où ils ont trouvé un bus. Bon, on appelle ces genres de bus couramment Obama. Eh bien, ils ont pris des pneus et de la gasoline. Justement, ils ont mis feu à l'autobus.
Donc c'était pratiquement un moment de frayeur pour les gens de la zone. Et ce qui était beaucoup plus inquiétant, il y a 2 stations à essence. C'est au milieu, l'autobus se trouvait au milieu. Donc, entre 2 stations à essence. Justement, ils ont foutu le feu dedans. Exactement. Oui. Donc on se demandait tout simplement si le feu a gagné beaucoup plus de terrain, d'espace, eh bien ce serait probablement une sorte de catastrophe au niveau de Pétionville. Absolument. Donc les petits commerçants qui étaient là tentaient de quitter la zone de façon rapide, puisque les gens étaient plus ou moins menaçants aujourd'hui. Donc certainement, ils n'ont pas saccagé ou encore, ils n'ont pas incendié des véhicules privés, mais ils ont demandé aux automobilistes de leur donner les clés et ensuite de leur demander de mettre au travers de la route les véhicules justement pour obstruer le passage. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils étaient nombreux, d'après vous? Vous avez estimé à combien? Lundi dernier, ils étaient, on dirait, des petits groupes. Mais aujourd'hui, c'était plutôt un groupe compact. Donc moi, je ne peux pas dire le nombre exact, mais on pouvait remarquer plus d'une centaine de motocyclettes. Donc s'il y avait des motards, eh bien des gens, ce n'était pas totalement des personnes qui font partie du groupe Fantôme 509, mais il y avait d'autres personnes qui les accompagnaient et on pourrait dire que quand même les motards étaient environ une centaine. Oui, et alors après avoir fait ce qu'ils avaient commencé à faire à Pétionville, qu'est-ce qui s'est passé après coup? Est-ce qu'ils ont également essayé de se diriger vers Pèlerin comme avant-hier, comme lundi? Oui, ils ont tenté. Ils ont essayé, mais arrivés non loin de la place Saint-Pierre, je ne sais pas quel était vraiment ce qui les a motivés de ne pas continuer, eh bien, ils ont rebroussé chemin, ils n'ont pas pris la direction de la route de Kinscoff et ils ont pris un autre chemin, justement, pour se rendre à la route panaméricaine pour pouvoir... Celui de Bourdon. Voilà, au niveau de Bourdon, là où ils ont pris ce chemin, le même mode opératoire, les automobilistes étaient leur cible justement pour obstruer la route et, arrivé à un certain moment, ils ont dû bifurquer par Canapé Vert. Donc, on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Et c'est, après quelques minutes, eh bien, ils ont pris le temps de revenir à Bourdon pour mettre feu au bureau de l'ONI. Le bureau de l'ONI qui a été incendié dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, et c'est pour la deuxième fois. Ils ont achevé le travail commencé dans la nuit de samedi à dimanche ou c'est un autre bureau? Non, c'est le même bureau. Mais pour dire qu'ils ont... probablement achevé, je ne peux pas le dire, parce que personne ne sait encore qui étaient ceux qui ont mis feu dans le local de l'ONU. Mais aujourd'hui, on peut dire clairement que c'était les membres du 509 Fantôme qui ont mis feu ce mercredi. Mais pour ce qui se concerne les événements du week-end écoulé, donc on ne sait pas vraiment qui a mis feu là-bas. D'accord. Alors, finalement, quel a été le bilan de la journée? Est-ce qu'on a pu établir un bilan de la journée, le nombre de véhicules incendiés, grosso modo? Est-ce que c'était moins mal ou est-ce que c'était pire que lundi? Je crois qu'au niveau de FAES, on compte déjà environ 4 ou 5 véhicules. Au niveau de Delma 47, il y a eu un véhicule incendié. Au niveau de Pétionville, il y a un autre. Donc là, maintenant, c'est difficile de dire rapidement combien de véhicules sont incendiés. Mais on a pu faire les constats et déjà, on compte environ 8 ou 9 véhicules qui sont partis en fumée. Mais est-ce que, comme d'habitude, ce sont surtout des véhicules services de l'État qui sont ciblés? Jusqu'à présent, selon les constats, on peut dire oui, ce sont les véhicules immatriculés services de l'État qui sont dans le collimateur des protestataires. Et aujourd'hui, au niveau de FAES, c'est le constat, au niveau de Delma, c'est le constat, et jusqu'à Pétionville, là où le bus appelé couramment Obama a été incendié, c'est encore le même constat, la même remarque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de ces messieurs et concernant ce à quoi il faut s'attendre pour... Ils avaient annoncé, je crois, qu'ils manifesteraient lundi, mardi et mercredi. Donc lundi, ils ont tenu parole. Hier, on a soufflé un petit peu en se disant, ça y est, ils sont fatigués, ils vont
nous laisser un peu en paix. Et puis aujourd'hui, alors que rien n'avait laissé supposer que la journée allait être chaude, parce que la matinée était tout à fait normale. Justement. Midi et demi, tout ça, c'était parfaitement calme. Et puis brutalement, aux environs de 15 heures, 2-3 heures, c'est parti. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours? Est-ce qu'ils ont fait des déclarations? Bon, oui. Effectivement, après s'être rendus au Champ de Mars, ben, bon, ils ont parcouru pratiquement pas mal de rues au centre-ville. Oui. Donc, ils se sont même rendus non loin, ou encore en face du local de la télévision et Caraïbes. Et on le sait bien que le PDG de cette radio, de cette télévision, a fait publier une note pour dire que les gens sont en danger. Bon, heureusement, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas fait de dégâts, parce que des gens qui se trouvaient dans la zone, des notables notamment, ils ont pris le temps justement pour les dissuader. Heureusement, ils ont rebroussé chemin, ils se sont rendus non loin de la base de Ludmo, là où il y avait un groupe de personnes qui attendaient les membres du groupe Fantôme 509. Donc c'était pratiquement le début d'une manifestation. Eh bien, après quelques minutes, ils se sont rendus à la rue Capois et c'est à Poste Marchand que ce mouvement de protestation a pris fin. Donc ils se sont dispersés au Poste Marchand. Avant tout, j'ai entendu l'un d'entre eux qui disait, bon, on a terminé cette manche, eh bien c'est au peuple de continuer. Donc c'est à partir de ce moment où je me disais, mais quand même, si c'était une revendication pour la libération de Jean-Pascal Alexandre, s'adresser au peuple, et au moment où il incendiait le bureau de l'ONI, il y avait des gens qui se trouvaient dans la zone, des gens qui les acclamaient, et bien qui disaient il ne peut pas y avoir d'élection avec le président Jovenel Moïse. Donc on se demande réellement si les motivations n'ont pas changé ou s'il y a d'autres revendications qui ont été ajoutées à celles que l'on connaît jusqu'à présent. Il faut dire que c'est un mouvement qui... Est-ce qu'on peut parler de mouvement improvisé? Donc si pour certains c'est le cas, pour d'autres ce n'est pas le cas, parce que quand on observe le mode opératoire, on peut dire que pour les protestataires, tout a été planifié, mais pour les autres catégories, notamment des petits commerçants qui se plaignent en disant mais on ne savait pas qu'il allait y avoir un mouvement de protestation, eh bien dans ce cas on peut parler de mouvement improvisé. Mais il faut dire que le mouvement a totalement mis fin à toutes les activités. Des petits commerçants ont plié bagages, des propriétaires d'entreprises ont fermé leurs portes, même les parents qui revenaient de l'école chercher leurs enfants rapidement, on cherche une échappatoire. Donc c'était un peu ça le scénario dans les rues. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien c'est une bonne question. Le journaliste que je suis n'a pas envie de répondre, le citoyen veut répondre à la question, mais entre les deux, je peux dire que je ne peux que prononcer ces trois mots: attendons de voir. Dernièrement, et bien avant, vous avez posé cette question. Mais moi, je réponds encore une fois de la même manière. Il y a trois façons de mettre fin à cela. Soit on cède à leur demande, soit le gouvernement ou encore les autorités fassent quelque chose afin de faire une forme de résistance, soit eux-mêmes, ils décident de tout abandonner. Donc pour le moment, les trois solutions ne sont pas si faciles à adopter, mais quand même, en regardant dans la rue, il y avait d'autres policiers qui étaient là. Il n'y avait pas de résistance. Donc l'on se demande si réellement leurs frères d'armes auront à contrecarrer leur mouvement. Donc on attend pour voir dans les jours à venir. Il semble quand même que face aux trois solutions, aux trois options que vous venez d'évoquer, il semble que le Premier ministre recherche plutôt le dialogue entre gens civilisés, de bonne volonté, on doit pouvoir s'entendre, etc. Donc ce serait plutôt vers cela que pencherait le Premier ministre. Maintenant, reste à savoir comment les fantômes vont réagir. Bien évidemment. On attend. Eh bien, d'accord. Donc maintenant, on peut dire, on attend de voir ce que demain nous réserve. Merci Rodolphe Pierre-Louis. Merci. Un plaisir. Marvens Pierre. C'est toujours un plaisir. Voilà. Donc on attend. On attend demain, après-demain et le week-end qui vient. Le Premier ministre Joseph Joute annonce que son gouvernement est prêt à dialoguer avec les membres du groupe Fantôme 509.
Il considère que ce groupe est composé de policiers frustrés qui ont formulé des revendications. Le chef du gouvernement fait remarquer que les autorités ne peuvent se lancer dans une stratégie d'affrontement, ce qui risquerait de provoquer un carnage. Monsieur Joute espère que des négociations dans la sérénité permettront de trouver des solutions aux revendications des policiers. C'est plus facile de demander à des policiers de se calmer, a dit monsieur Joute, assurant que certaines revendications sont justes. Il affirme que les discussions pourront se faire entre gens civilisés afin de trouver des solutions en tenant compte des ressources disponibles. Interrogé lors de la visite de plusieurs chantiers, dont celui de la construction d'un village pour les policiers à Delma 75 ce mardi, sur la violence de certains policiers qui exigeaient la libération de 5 des leurs, le week-end écoulé, le Premier ministre a déploré la méthode utilisée. Lancement du concours d'entrepreneuriat social HALT Prize par le comité représentant de la Fondation en Haïti dans les locaux de l'université Quisqueya. Ayant pour thème cette année « Food for Good », ce concours verra s'affronter les étudiants de l'université Quisqueya afin de sélectionner ceux qui participeront à cette grande compétition internationale d'entrepreneuriat. En conférence de presse ce mercredi, Katiana Jean, directrice du projet, a précisé qu'une équipe de professionnels est déjà disposée à travailler avec les vainqueurs pour qu'ils puissent représenter Haïti à l'échelle internationale. Qui je concours ça va dérouler sur campus université Quisqueya. Projet ça, son projet côté Timounio, pour n'a passé dans phase qui les pré-concours. N'a sélectionné monde qui a un projet qui plus fiable. Là, nous finissons choisir les gens qui ont un projet qui est excellent. Les gens qu'on a là, nous allons gagner pour choisir 10 équipes. Dans 10 équipes que nous allons choisir, pour gagner un membre jury en mois d'octobre qui pourra aller superviser le projet. Côté de monde pour aller débattre le thème, il pourra présenter le projet. Chaque fois, il pourra présenter de façon par le projet Hot Prize, thème projet Hot Prize. Équipe qui gagne, le jury a sélectionné 3 équipes là-dedans. Dans 3 équipes qui a sélectionné, l'équipe a gagné pour représenter l'université Quisqueya à l'échelle internationale. Et lorsque arrivé à l'échelle internationale, on n'a pas fini là, si projet c'est projet qui est qualifié, donc il y a un prix start-up de $1 million US pour financer le projet. Le projet, c'est un projet que Bill Clinton est cofondateur et son concours entrepreneuriat que tout le monde dans l'université est capable à le représenter à l'échelle internationale. Normalement, nous sommes capables de dire que projet, c'est un projet qui presque perd distance en Haïti. Et c'est ça que je voulais faire année ça. Je voulais faire différence avec l'université Quisqueya. Je voulais porter différence pour le projet Hot Prize année. Je voulais travailler avec chaque grain faculté pour nous capables ouais côté faille la qui fait Haïti pour que chambre capable non Haïti pour que chambre capable citer dans régional là pour nous gagner là-dedans. Année ça me voulait porter différence et me sûr que différence là a sorti dans l'université Quisqueya. A gagner quand même prend liberté pour me dire ça. A gagner quand même dans l'université parce que année nous décider porter encadrement pas seulement académique pour Timonio mais encadrement financier pour Timonio capable monter projet et pour être capable de comprendre le projet. C'est peut-être ça, nous avons gagné tout au long du déroulement concours sur le campus, nous avons gagné des professeurs, des directeurs de projet qui pourront aider nous à encadrer les gens, montrer, faire des ateliers de formation pour eux, montrer qui est capable de monter le projet, qui est un jeu qui gagne et pour être capable de bien respecter tous les principes pour aller représenter l'université dans bonne et due forme. Dans le cadre de l'appel à proposition de l'Union européenne en Haïti, intitulé « Organisation, société civile et autorités locales dans le développement », la Fondation Haïti Jazz, en collaboration avec l'association Caracoli, met en œuvre le programme Arroche, Action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes qui a débuté le 1er avril 2020.
Le programme Arroche mise sur le renforcement des capacités professionnelles de l'ensemble des acteurs pour consolider le secteur culturel comme vecteur de développement économique et inclusif local. Selon la directrice de la fondation Haïti Jazz, Milena Sandler, ce programme vise à renforcer les organisations culturelles haïtiennes dans leur capacité à produire des événements. Le programme Arroche est un programme qui vise le renforcement des organisations culturelles en Haïti. C'est un programme national. Et donc on a déjà commencé à mettre en œuvre ce projet depuis le mois d'avril. C'est un programme sur 2 ans. Et donc la première année, on a 13 organisations qui ont répondu à un appel à proposition que nous avons fait, nous, envers le secteur culturel. On a eu beaucoup de réponses au départ. 45 organisations ont répondu d'abord à l'appel à proposition. Et puis, il y a eu un comité de sélection. Et nous arrivons aujourd'hui avec 13 bénéficiaires. Sur combien? Sur 45 au départ. Parmi les projets sélectionnés, la plupart des projets, ce qui était important pour nous, c'était d'appuyer des organisations qui existent déjà, donc de les aider à pérenniser leurs actions. Donc il y a très peu, en fait, dans les 13 bénéficiaires d'organisations qui n'ont jamais rien fait avant. C'est pour ça, lui, c'est la 5e édition. L'idée, c'était pas de prendre des gens qui n'ont jamais rien fait, mais vraiment de renforcer les organisations existantes. Et dans cette idée-là, bien sûr, on va donner des formations en gestion culturelle, donc organisation d'événements. On travaille aussi sur un manuel qu'on va leur laisser à la fois, une espèce de checklist de souvenirs qu'il faut penser à telle chose, à tel moment, etc. Et on a un encadrement administratif et comptable également, parce que être une organisation culturelle en Haïti, c'est déjà très compliqué de survivre, surtout après ce qui nous est arrivé, non seulement les périodes de loc, plus le coronavirus. Donc c'est déjà très compliqué. C'est pas terrible. Et au niveau administratif, c'est souvent là où les organisations ont besoin aussi de renforcement et de connaissances. Donc je crois que c'est un programme qui est assez équilibré dans ce sens-là. Alors, ils doivent faire un projet d'un minimum de 14 500 €. On parle d'euros puisque c'est l'Union européenne. Ils doivent mettre 10% de contrepartie et ils doivent également financer une partie de l'encadrement financier, comptable et technique. Donc, en gros, c'est une subvention de 13 000 € que leur donne le programme Arroche, et on va les accompagner pour être sûr justement que à la fin du programme, leur rapport technique, financier sera parfait et qu'il n'y aura rien à redire et que... Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.